qui... Non, mais merci déjà de vous être connecté pour ce dernier rendez-vous FFME de la saison. Comme on le fait traditionnellement 2 fois par an. Juste, on va peut-être demander de couper les micros, non? Oui. Parce que... Comme on le fait traditionnellement 2 fois On par t'entend an. pas, Myriam, on t'entend pas très bien. Ah. Et, bon, du coup, c'est Sandra qui m'appelle. Non, ça va peut-être un peu mieux, c'est bon. Bon. Voilà, c'est un rendez-vous qu'on fait 2 fois par an en fait sur le thème un petit peu plus transversal et surtout, des thèmes plus transversaux et qui nous amènent plutôt qui vous amènent plutôt à avoir un temps d'échange avec le bureau fédéral. Donc là, l'idée, c'est véritablement de faire un point d'actualité sur les actualités justement fédérales et puis de pointer quelques sujets qui ont été identifiés, qui vous ont été communiqués, sur lesquels vous serez bien évidemment libre de poser vos questions et nous de tenter d'y répondre du mieux possible. Alain, je te laisse la main. Ça marche. Merci Myriam de cette introduction. Nadine Marceau. Tu veux que j'introduise l'ordre du jour? Non, on y va direct. Ouais. Et on passe à donc un premier point sur les actualités fédérales. Alors, c'est des actualités choisies qui nous semblent être à la fois importantes pour la fédération et pour les clubs. Peut-être pas tous, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est pour montrer les grands événements de quelques semaines ou mois passés au niveau de la vie fédérale. Déjà, je ne sais pas, certaines d'entre vous étaient peut-être présents. Il faut rappeler l'AG qu'elle lui a accordé tout début avril, qui a été assez intéressante. Bon, elle était effectivement loin. Il y a eu des CT qui, pour cette raison, ont choisi de ne pas nous rejoindre. Malgré tout, ça a permis des échanges très constructifs et personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça a été l'occasion d'ailleurs, puisqu'il y a eu des remarques sur le sujet, de tester un outil qui s'appelle Coach Climat et d'avoir une évaluation de notre impact carbone sur cette façon générale et surtout de détecter les marges de progrès d'évolution qu'on pourrait mettre en place pour les AG suivantes. Bon, il y a aussi eu un conseil. Alors, je parle beaucoup, n'hésitez pas à lever la main ou si vous voulez faire des commentaires au fur et à mesure de ma présentation, je les verrai. Et parce que je propose que ce soit très interactif et on ne réserve pas les questions à la fin, comme parfois c'est le cas sur d'autres rendez-vous FFME. Alors, on a aussi un conseil de président de ligue élargi dans la mesure où ce ne sont pas seulement les présidents de ligue qui étaient invités, on a invité jusqu'à 3 personnes par ligue. Ça a eu lieu à Paris en présentiel, enfin une réunion en présentiel, comme là j'ai accordé, ça a fait du bien. Dans cette période, il y a eu aussi plus récemment à gérer le PSF, pour lesquels vous avez probablement dans vos clubs, CT ou ligues respectives monté des dossiers. Pour l'instant, juste à titre d'information, ce dossier a été bouclé, envoyé à l'ANES à l'agence pour validation. On attend le retour de l'agence. On est jeudi soir, on l'aura peut-être pas cette semaine, peut-être en début de semaine prochaine. Dès qu'on l'aura, on vous communiquera le résultat. Comme on tient dans les purs, je suis assez confiant sur le fait qu'on ne soit pas retoqué sur nos propositions, puisqu'on tient le budget. De toute façon, même qu'on tient les 50% minimum par club, on tient toutes les contraintes qui étaient imposées. Donc, c'est l'occasion de remercier à la fois le service vie territorial qui a piloté ce dossier, mais aussi les ligues qui ont contribué à l'analyse des dossiers. Ça a vraiment facilité la tâche et permis d'être pertinent. Pour les dossiers qui seront validés, qu'on a retenus au niveau de ce dossier, les paiements devraient être effectués dans les 15 premiers jours de juillet, si je ne me trompe pas. Voilà, on a eu, donc je les parcours une par une, on a de nombreux échanges avec le ministère sur la réécriture de la filière professionnelle. Il s'agit des DE sur ce sujet, de même que sur le TFP. Il y a quelques vues par la suite, donc je m'étendrai plus sur le sujet, de même que nous avons mené beaucoup d'actions sur les sites naturels d'Escade, comme vous le savez, probablement. Pareil, il y a quelques vues sur le sujet, donc je reviendrai plus tard par la suite. Ce semestre, ça a été l'occasion d'avoir plusieurs réunions d'échange
avec la FFCAM et ou LFSGT, parfois les deux. C'était un choix que nous avions fait, que nous avions annoncé, et puis on le met en œuvre. Sur les sujets qui peuvent être communs, on essaye de travailler ensemble autant se faire que peu. On a eu des réunions d'échange sur la filière professionnelle avec la FFK et sur les deux, sur les sites nature d'escalade. Je vous en parlerai un peu plus tard à nouveau sur des points plus précis. C'est peut-être il y a 2 mois maintenant, peut-être 3, on a redémarré la commission Canyon interfédérale. Vous savez, ça fait, pour ceux qui s'intéressent au canyon, le ministère ne nous a pas renouvelé la délégation sur le canyonisme que nous avions pendant la précédente Olympiade. Il y a eu des ambiguïtés du ministère pour du coup la Spéléo se targuait d'avoir la délégation. Bon, tout ça, ça a été clarifié. Il a été confirmé qu'effectivement, il n'y a pas de délégation sur le canyon et il y a une commission qui regroupe 3 fédérations, la FFME, la Fédération Spéléo et la FFCAM. Et donc, ces 3 fédérations se réunissent périodiquement, durant normalement 2 fois par an, plus si besoin, sous l'égide du ministère des Sports qui gère le fait qu'il n'y a plus de délégation pour cette activité. Voilà, pas de questions, je continue. Sur Paris 2024, les Jeux Olympiques, c'est dans à peine plus d'1 an maintenant. Beaucoup d'actions qui se mènent. Déjà pas mal d'activités autour d'Impact 2024. Impact 2024, c'est un projet qui vise à favoriser tout ce qui va être l'héritage des Jeux, c'est-à-dire faire en sorte que, une fois que les Jeux sont passés, il en reste quelque chose sur nos territoires. Typiquement, ce qui nous concerne, des salles d'escalade et puis des clubs qu'on accompagne pour se créer ou se développer selon les cas. Donc beaucoup d'activités à ce niveau-là, Impact 2024 sur Bourget, surtout au Bourget d'ailleurs. Le relais de la flamme, demain je serai à Paris pour l'annonce du parcours du relais de la flamme. On sait d'ores et déjà que l'escalade sera présente à 2 relais, un dans les Alpes de Haute-Provence et plus précisément à Sisteron. On avait proposé un relais au Verdon, il n'a pas été retenu. Il n'a pas été retenu et par contre ça a été transféré sur Sisteron, qui est un beau site d'escalade. Voilà, de toute façon, ça permet peut-être plus facilement à la presse de couvrir l'événement. Et l'autre, alors on n'en connaît pas la date, on la saura demain. Et l'autre, c'est pendant le week-end de l'Ascension ou de la Pentecôte, j'ai plus bonne mémoire, et ce sera à Tarbes. Donc voilà, dans ce cadre-là, on essaiera d'en faire un événement fédéral. Donc on invitera plus que juste les locaux à ces relais pour que les bénévoles ou les salariés ou les professionnels de la fédération soient partie prenante de ce relais de la flamme. Bon, on a aussi eu des actions pour appeler, pour proposer à Paris 2024 des bénévoles. Donc, on a une centaine de mémoires qui ont déjà été retenues. Je peux me tromper sur les chiffres. Il y a encore des choses à venir. Et puis, la billetterie, c'est compliqué, comme vous le savez. Il y a un élément positif, un élément négatif sur la billetterie. L'élément positif, c'est que à la première phase de vente de billets, au bout de moins de 48 heures, il n'y avait plus de place à vendre pour l'escalade. Et quand il y a la deuxième phase de vente de billets, ça a ouvert un jeudi à 9h, à midi, il n'y avait plus de place pour l'escalade. Donc ça, c'est le point positif, dans le sens où l'escalade, ça attire, ça marche. Les places, ça fait partie des sports, c'est le sport pour lequel les places partent le plus vite. Le point négatif, c'est que elles sont rares, on n'en a pas, que même nous, on avait demandé pour pouvoir en donner, en offrir à nos salariés, au président de ligue, de CT, etc. On a eu petite partie, on n'a eu qu'une partie de ce qu'on avait envie de vous faire bénéficier. Voilà, donc ça c'est la rançon du succès, ça va pas être facile. Et puis bon, je parle pas du prix des places qui pose quand même question par endroit. Voilà, il y a c'est un pouce qui se lève. Ça me permet de voir que Jocelyn est arrivé. Tu as une question, Jocelyn? Pas à lever moi. Non, c'est juste que tu es d'accord, j'imagine. Voilà, sur les mois passés aussi, pas mal d'activités au niveau national ou international pour le mouvement sportif. Alors, je ne parle pas des péripéties, enfin si, je peux en parler, on peut en échanger si vous le souhaitez, sur le CNOSF,
la démission de Brigitte Henriquez, les péripéties qui sont pas glorieuses pour le monde sportif, qui font un peu honte. J'espère qu'on va se redresser rapidement parce que c'est quand même pas une situation terrible que de s'entre-déchirer. Enfin bon, on s'en occupe. Je vous rappelle que Luc, qui n'est pas avec nous ce soir, Luc est membre du conseil d'administration du CNESF. Il n'est pas avec nous ce soir parce qu'il est aux Jeux européens à Cracovie, où nos athlètes vont essayer de remporter des médailles, puisque l'escalade est partie aux Jeux européens. ISMF, ISC, pas mal d'activités aussi. ISMF, je vous rappelle, c'est la Fédération internationale pour le ski alpinisme et l'IFSC pour l'escalade. On a eu l'Assemblée générale de l'IFSC à Singapour. Un des débats actuels qui traverse le mouvement sportif international, c'est la présence ou pas des athlètes russes sur les compétitions internationales et aux Jeux olympiques de Paris. La position pour l'instant de l'IFSC, c'est que les athlètes russes ne sont pas accueillis sur les compétitions sur le circuit international, en tout cas cette année. La décision pour Paris 2024 sera indirecte, puisque comme les étapes qualificatives pour être présent aux Jeux olympiques de Paris se déroulent en 2023, Berne cet été pour le combiné et la vitesse, Laval à l'automne pour le combiné et Turin en septembre aussi à l'automne pour la vitesse, et que pour participer au tournoi de qualification du printemps prochain, il faut avoir fait les Coupes d'Europe et les Coupes du Monde cette année, et donc la Russie n'aura pas de place. Les Russes ne pourront pas être présents de fait aux Jeux Olympiques, enfin aux épreuves d'escalade des Jeux Olympiques de Paris 2020. Voilà. Et puis un dernier point dont on peut être très fier, nos équipes de France, nous avons mis un S, nos 3 équipes de France brillent sur la scène internationale. Dans le timing, on peut déjà se féliciter des résultats de notre skieur alpiniste sur l'ensemble des compétitions. C'est vraiment dans tous les domaines, que ce soit sur les épreuves qui seront aux Jeux Olympiques comme sur les autres individuels longue distance et tout, nos athlètes montrent très régulièrement sur les podiums et très souvent sur les plus hautes marches. En escalade et en para-escalade, dans les 2 cas, sur les circuits Coupe d'Europe, Coupe du Monde, pareil, nos athlètes montent sur les plus hautes marches et on peut en être fier, ça fait briller nos sports. Et je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une diminution des demandes de prise dans les SEUS de licence à la rentrée dans nos clubs respectifs, avec cette belle image de nos sports. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, des besoins de précision peut-être. Il n'y a pas de main qui se lève. Si quelqu'un en voit, n'hésitez pas à le faire. Sinon, on va avancer sur le point suivant, qui concerne la préparation de la rentrée. Alors, on va faire plusieurs points. C'est vraiment important pour vous, bien évidemment, dans vos clubs respectifs. Vous êtes bien sûr à fond dans la rentrée à gérer les préinscriptions. Quelques nouveautés que je vous rappelle, vous avez dû le voir dans les différentes communications qu'on vous a envoyées. L'Assemblée générale a validé 2 choses qui augmentent, qui vont augmenter forcément le montant que vous allez demander à vos adhérents probablement. À la fois le tarif licence avec, sur proposition du conseil d'administration, une augmentation plus importante pour les jeunes que pour les adultes. C'est plus 2 €, je vous rappelle, pour les adultes et plus 4 € pour les jeunes. Et de même, le conseil d'administration a proposé de réintroduire, après 2 années d'interruption, essentiellement motivées par soutien au club avec les difficultés qu'elles étaient confrontées suite à la période des Covid. Donc une réintroduction de l'affiliation avec une différence par rapport à ce qui se faisait avant en 2019, à savoir un tarif d'affiliation différencié en fonction du nombre de licenciés à la fin de la saison en cours. Nouveauté aussi pour le certificat médical, avec le nouveau code du sport, on n'avait pas pu le mettre en œuvre l'an dernier parce que c'est arrivé trop tard. Le nouveau code du sport permet aux fédérations de définir le type de certificat médical qu'ils demandent à leurs licenciés. Et donc, sur proposition de la commission médicale, on a supprimé l'exigence d'un certificat médical tous les 3 ans, y compris pour les adultes non compétiteurs. Donc, pour les
Je dirais que pour les compétiteurs, les choses sont inchangées par rapport à l'an dernier. Et pour celles et ceux qui ne font pas de compétition, il y aura simplement à valider en cliquant sur une case ou sur une feuille de papier, si dans vos clubs respectifs, hein, vous travaillez au papier, pas de souci par rapport à ça, qu'on a répondu non à toutes les questions d'un questionnaire dont vous avez accès dans le kit de rentrée, dans le pack de rentrée, et un adulte qui a répondu non à toutes les questions n'a pas présenté de certificat médical, même si son certificat médical qui l'autorise à la pratique de nos activités date de plus de 3 ans et qu'il n'a fait pas de compétition. Voilà ce que je peux dire pour les nouveautés. Sandra rajoute que vous pouvez amener des sujets qui ne sont pas inscrits, bien évidemment. Je dis, il y a une main levée là, je vois, apparemment, ou pas. Oui, bonjour. Oui, il y a une main levée. Pardon, voilà. Ouais, c'était juste pour savoir, les certificats médicaux, c'est valable aussi pour l'ALPI ou pas? Enfin, le Alors, pour questionnaire qui l'alpinisme, remplace. merci de ta question, oui, tu as tout à fait raison. C'est une bonne question. Pour l'alpinisme, on a proposé, le ministère nous a sollicité l'an dernier au mois de juillet, fin juillet, pour savoir ce qu'on souhaitait faire pour les disciplines à contraintes particulières, donc la partie de l'alpinisme. Et nous avons adressé début août, en commun avec la FFCAM, un courrier au ministère en proposant que l'alpinisme ne soit plus dans les disciplines à contraintes particulières. Le ministère, à ce jour, ne nous a toujours pas répondu. On l'a sollicité il y a une quinzaine de jours, on n'a toujours pas de réponse. Donc, faute de réponse, ça fait toujours partie des disciplines à contraintes particulières. Si cette contrainte est levée, qu'on arrive à avoir une réponse du ministère, c'est une position commune des deux fédérations principales en ce qui concerne l'alpinisme, hein, à savoir FFCAM et FFME. Mais pas de réponse du ministère, donc on maintient cette contrainte parce que dans le code du sport, on respecte le code du sport, il est encore indiqué que l'alpinisme dans les disciplines à contrainte particulière pour lesquelles nous devons demander un certificat médical tous les ans. Voilà, c'est la situation, malheureusement. Merci. Sur la partie MyFFME, Pierre, je vais te donner la parole, tu es notre spécialiste au sein du bureau, là, enfin au bureau au sens large du terme. Donc tu vas être plus pertinent que moi sur ce sujet. Et je pense qu'il y a beaucoup d'attentes. Bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, je voudrais vous faire part de deux choses importantes quand même par rapport à la saison précédente. La première, c'est qu'on a fait réaliser un audit il y a plusieurs mois, assez poussé sur notre environnement et les applications utilisées et le codage. Ça a permis de mettre en évidence un certain nombre de points avec des recommandations pour faire en sorte que ça marche beaucoup mieux. Le deuxième point, c'est qu'on a changé d'équipe de développeurs depuis environ 2 mois et on constate que, heureusement d'ailleurs, eh bien, les améliorations qui sont apportées sont beaucoup plus efficaces. Donc, on a pour la saison, donc, on pensait pouvoir faire des affiliations, réaffiliations anticipées. On a souhaité pas le faire cette année pour simplifier les choses et éviter les problèmes. Donc, tout ce qui est affiliation, réaffiliation se fera au 1er septembre. Les saisies de licence, il n'y aura pas de licence dématérialisée. Ça, là aussi, pour éviter d'avoir des soucis, on le fera pour la saison prochaine. Par contre, le fonctionnement avec le transfert de fichiers CSV sera opérationnel. Et après, les saisies en nombre ou individuelles vont fonctionner normalement. Concernant les fichiers CSV, sur MyFFME, dans la page, dans l'onglet où apparaît les saisies de fichiers CSV, vous avez toutes les informations, à savoir un mode opératoire, les fichiers types. Je rappelle qu'il faut un fichier avec une extension particulière, un fichier Excel avec une extension UTF-8. Tout ça est expliqué dans le mode opératoire pour que ça marche correctement. Les moteurs de recherche, ça c'est surtout à destination des présidents de clubs ou de structures, de CT et de ligues, fonctionnent.
ça commence à, si certains y sont allés, vous pouvez voir que maintenant, on peut avoir accès à la liste très rapidement de tous ces licenciés, que ce soit pour une ligue également. Voilà, donc ça, c'est suite à toutes les améliorations sur le système qui ont été faites et les améliorations sur les programmes. Synchronisation automatique, alors ça existe aujourd'hui. Elle est faite plusieurs fois par jour. Il y a 3 fois par jour, il y a une synchronisation avec l'intranet. Et puis, il y aura une mise à disposition pour MyCompet d'une API, enfin, donc un système qui permet aux deux entités de se parler avec le transfert de toute la liste des licenciés. Donc ça sera aussi opérationnel dès la rentrée, enfin même avant d'ailleurs, mais pour la rentrée, ça sera opérationnel, quoi. Voilà. Un point important aussi qui va être amélioré la semaine prochaine, c'est toute la partie authentification. On a eu beaucoup de soucis l'année dernière avec des gens qui n'arrivaient pas à se connecter. Enfin, c'était vraiment trop compliqué. Donc tout ça, a été simplifié et ça sera opérationnel d'ici la fin du mois, 15 juillet ou plus tard. Voilà. Donc voilà toutes les améliorations qui ont été faites et qui devraient permettre d'avoir une rentrée un peu plus sereine que celle qui s'est passée l'année dernière. Voilà. Et puis, je peux Alors, il y a répondre à des questions s'il y en a. certain nombre de commentaires. Je regarde rapidement. Est-ce qu'il y aura une amélioration concernant la saisie des adresses qui ne sont pas reconnues, que du coup ne sont pas enregistrées? Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Alors, les adresses sont obligatoires cette année. C'était pas le cas, ça n'était pas le cas l'année dernière. Cette année, les saisies des adresses seront obligatoires. Donc là, il semble dire, je ne sais pas qui. Et effectivement, il y avait un bug. Il y avait un bug cette année sur l'enregistrement Oui. des adresses qui n'étaient pas reconnues par le moteur de Google. Mm. Et du coup, lorsqu'on les saisissait, elles ne s'enregistraient pas. Et, Donc ça, c'est corrigé. Je suppose que ça le sera. Je vais leur noter quand même pour vérifier. Mais, une question sur les changements de club. On sait qu'il y avait eu un bug cette année. Non, j'imagine que c'est corrigé. Ça, c'est corrigé, oui. Ok. Est-ce qu'il y a une mise à jour du modèle Eloasso? Est-elle envisagée avant le 1er septembre? Ça, je laisse. Je ne peux pas répondre. Quel est le. Enfin, je ne comprends pas la question. Je pense que c'est une référence référence de Eloasso, Marceau. Ouais. Ouais, en fait, l'année dernière, étant donné qu'on avait eu quelques difficultés pour les adhésions en ligne, on avait proposé un modèle d'inscription en ligne avec Eloasso. Ça, à ce jour, on l'a pas envisagé. Donc, je ne sais pas si c'est un besoin. On peut peut-être le faire. Mais, on en parlera, Marceau et Myriam. Ça, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas à exclure et on peut tout à fait effectivement recontacter Eloasso et vous mettre à disposition. C'est juste qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a eu aucune remontée. Ouais, je pense qu'il y a un besoin dans la mesure où ce que Pierre appelait la saisie dématérialisée, c'est-à-dire que le fait puisse, à travers MyFFME, qu'un adhérent puisse prendre son adhésion à un club. Comme ça, c'est pas opérationnel. Il y a beaucoup de clubs qui utilisent Eloasso. Je pense que ça peut être utile pour les clubs, j'imagine, qu'on préfigure dans Eloasso. C'est comme ça que ça se passe. À noter, Myriam et Marceau, je pense que ça peut être répondre à des attentes. C'est noté. Merci. On va passer à la vue suivante, Marceau. Et je vais donner la parole à Jocelyn. Il n'y a pas d'autres questions? Je crois qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres questions. Excuse-moi. Je crois avoir vu une question par rapport à un licencié qui était dans un autre club. Ce problème-là aussi a été réglé. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on n'arrivait pas à inscrire quelqu'un s'il avait été dans un autre club. Ce problème-là aussi est réglé. Je vois, il y a Adeline qui pose une question sur les fichiers CSV. Est-ce qu'on pourra prendre en compte plus de 20 lignes simultanément? Et je crois que la réponse est oui. Oui. Pierre. Oui. Ça. Ok. Et ensuite. N'hésitez pas à lever la main. Il y en a une qui vient de se lever, je crois. Qui est-ce qui a levé la main? Ensuite. Non, il n'y a pas de main levée, par contre, il y a encore quelques questions. Ouais, il y a encore quelques questions. Vas-y. Il y a une main levée aussi maintenant. Alors, c'est Adeline. Oui, bonjour. J'ai beaucoup embêté Marceau toute l'année. J'avais une question par rapport au bug au niveau des accents. Parce qu'il y a un bug récurrent au niveau des accents, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai une licenciée qui s'appelle Joséphine avec un accent aigu, du coup.
je la retrouve à chaque fois avec un point d'interrogation. Et je voulais savoir si on allait retrouver le même bug l'année prochaine. C'est une bonne question. Moi, j'ai pas la réponse, mais on peut Pierre, tu es au courant demander. il y a un ticket là-dessus, j'imagine. Ouais, on va regarder, on te répondra, Adeline. Oui, Enfin, on merci. répondra d'une façon générale. Problème avec les accents. C'est des caractères accentués, c'est des questions de codage des polices de caractères. Peut-être. Les informaticiens seront mieux pour leur remonter la question. Il y a des questions sur les certificats médicaux ensuite. Je vois Sam. Est-il possible que le président puisse voir rapidement qui a déposé son certificat médical avec un voyant vert ou rouge, par exemple? Il est effectivement prévu de sortir des états de façon à pouvoir se suivre ou relancer si c'est nécessaire. Après, il n'est pas encore défini la fréquence et ainsi de suite, mais c'est prévu d'utiliser un outil comme ça. Ok. Ensuite, Thierry demande, avez-vous testé avec des fichiers larges, 400 licenciés, j'imagine, pour la saisie via fichier CSV, je pense, Pierre. Donc des gros fichiers très lourds avec plus de 400 lignes. Je ne peux pas répondre sur cette question, mais je vais me renseigner. Il me semble que c'est envisagé et que Oui. ce sera possible de valider toutes les licences qui ne comportent pas d'erreurs, toutes les lignes qui ne comportent pas d'erreurs, et ensuite d'avoir un extract des dernières licences où qui pose il y problème. a un problème Il y a un problème. quelconque. Donc, et notamment, c'est le cas, parce qu'on parlait des accents et ainsi de suite, où effectivement, il y a un accent sur les A où il n'y en a pas, donc effectivement, il mettra erreur, quoi. Alors, il y a une question sur le lieu de naissance. La réponse est oui. Hein, la réponse est oui. La raison, c'est que on doit pouvoir transmettre au ministère la liste des personnes qui sont en situation de responsabilité ou d'encadrement dans les clubs et pour des vérifications d'honorabilité qui doit être automatisée. Donc, il faut avoir les adresses de licence. Hein. C'est ça. Hein, c'est exactement ça. Donc oui, il faut toujours. Est-ce qu'on peut inscrire un licencié? Pourrait-on inscrire un licencié qui est déjà dans un autre club? Alors pour saisir une licence, s'il a déjà une licence, c'est pas utile. Donc par contre, vous pouvez l'inscrire dans votre club s'il a déjà une licence par ailleurs. S'il y a un accord entre deux clubs pour qu'un licencié participe aux activités dans notre club moyennant inscription au club sans prendre de licence. Alors, qu'un accord entre clubs, ça sert à rien de dire. Alain, je pense que c'est plus la problématique qu'on a eue l'année dernière que des personnes qui étaient licenciées dans un autre club, on n'arrivait pas à les licencier. Non. Je pense que c'est pour ça. Non, ça on a déjà répondu. Tu as déjà répondu. La question telle qu'elle est écrite, c'est Sandra, si tu veux peut-être le préciser. La question telle qu'elle est écrite, c'est pourra-t-on inscrire un licencié qui est déjà dans un autre club? Tu veux préciser, Sandra? En fait, ils ne font pas partie de l'effectif après, nos licenciés. Nous, ils sont sur deux clubs différents. Donc, il y a un club principal et ils viennent aussi dans le nôtre. Mais du coup, ils ne font pas partie de nos effectifs. Donc, on ne peut pas, pour envoyer les courriers, on est obligé de les réinscrire individuellement, quoi. Ils ne sont pas sur notre liste. Ok, j'ai pigé. C'est un cas qui n'est pas prévu, ça. Non. Parce qu'il n'y a pas besoin de saisir leur licence pour eux, puisqu'ils l'ont déjà. Oui, mais ils font quand même partie du club, en fait. Donc, il faut qu'on pense à les rajouter manuellement sur nos sites ou sur nos lignes de diffusion. Mais c'est... C'est un cas tellement atypique qu'il n'a pas été prévu, Sandra. Non, je vais le noter parce qu'effectivement, ça peut. Peut-être pas le seul, Sandra, à voir ce cas-là. Ouais. Et il y en a de plus en plus, en fait, parce que les heures sont avec différentes. Des étudiants, par exemple, ou des choses comme ça qui bougent, et voilà. Et on a de plus en plus de professionnels aussi qui ont, avec une période de télétravail et une autre période en distanciel. D'accord. Ouais. Okay. Donc, ils ont deux lieux de travail différents dans la semaine. Il y a une question sur ce qui apparaît dans le module ce qui apparaît sur la licence, notamment le module sécurité du passeport. Est-ce qu'il est possible de l'imprimer sur la licence? Je ne sais pas, on peut le noter. Je ne sais pas si vous avez la réponse sur ce qui s'imprime sur la licence. Je ne crois pas que c'est prévu, en tout cas. Après, c'est pareil, si c'est une demande, ça peut être envisagé.
Alors, pas tout de suite, à mon avis, mais Non, parce il faut faire le lien avec l'intranet, c'est pour ça. Tout ce qui est formation, c'est sur compliqué. l'intranet. Donc, il faut faire l'inverse, ramener des informations qui sont de l'intranet vers MyFFME. et là, Mais je comprends bien le besoin. Oui, il y a un besoin, oui. Je continue à parcourir. Alors, puisse voir les certificats, on a déjà répondu, c'est oui. Des changements de numéro de licence en cours d'année, ça a été les bugs de l'année, j'imagine que c'est résolu. La saisie tout en de sachant découverte. Vas-y. Si je peux rajouter un point, il y a pas mal de licences aussi qui vont être fusionnées prochainement. Oui. Parce que le système n'a pas reconnu d'anciennes licences et donc les clubs ont saisi des nouvelles. Il est prévu qu'une fusion un peu massive soit faite dans les prochaines semaines. Peut-être que Pierre, tu as plus d'infos là-dessus. Et du coup, les numéros vont prochainement changer, quoi. Oui, on s'est fixé pour objectif que ce soit fait avant fin juillet, si possible avant. Voilà, parce qu'il y a aussi des flux financiers derrière. Donc, voilà. Donc, c'est l'objectif. Et ça concerne à peu près, on estime 1000 à 1200 licences. Ils auront un nouveau numéro ou c'est un seul des deux anciens qui sera gardé? C'est leur ancien. Ils auront leur ancien numéro de licence. Merci. Saisie des licences découvertes sur smartphone, ça c'est pas tout de suite, j'imagine. Non, sur la partie, toute la partie espace personnel sur smartphone, c'est prévu en début de saison, enfin voilà, septembre-octobre, on verra une fois qu'on aura démarré. Doublon dans d'autres clubs, on a répondu. On a parlé. Nouveau message. Si tu vois des questions que je n'ai pas lues, Marceau, n'hésite pas. Ok, ça marche. Oui, il y aura la garde. L'historique des licences est conservé quand il y aura les fusions. Oui. À quand les formations sur MyFFME, justement? Est-ce que Pierre, tu as des éléments là-dessus? On en a parlé avec Myriam cette semaine, là, effectivement, de faire un rendez-vous FFME pour justement répondre un peu à toutes les questions s'il y a besoin, quoi. Ok, Philippe a levé la main. Philippe, je suis pas sûr que ce soit la question. La question, c'était plutôt quand est-ce que le module des formations va être basculé sur MyFFME? Pardon, autant pour moi. Excusez-moi, je n'avais pas compris ça. Je pensais de la formation de l'utilisation de MyFFME. Là, on n'a pas calé de date encore pour l'instant. Oui, j'ai eu du mal à ouvrir mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous. Voilà. Je voulais revenir sur la saisie du lieu de naissance. Je comprends bien que ce soit utile pour ceux qui sont amenés à prendre des responsabilités dans les clubs, mais pour une personne de ce type-là, on en a des dizaines, peut-être des centaines, qui ne prendront pas de responsabilité et pour lesquels on saisit une information inutile finalement. Et ça peut poser un problème par rapport au règlement général sur la protection des données. Myriam, tu laisses répondre? Non, pour le coup, en fait, la question de la RGPD, elle est balayée au sens où, de toute façon, nous, on est soumis aux règles liées à la RGPD. On ne conserve pas les données de manière durable. Enfin, on respecte toutes les obligations liées à la RGPD et c'est une demande effective du ministère. Et là, c'est véritablement l'autorité de tutelle qui nous impose de saisir l'ensemble des lieux de naissance. Comme vous le dites, effectivement, il peut y avoir une personne sur 10 qui prendra des responsabilités, mais sur les 9 autres, potentiellement, dans les années à venir, elles seront amenées à les prendre, ces responsabilités, ou potentiellement dans l'année. Et de fait, on ne peut pas se permettre d'avoir en fait des données parcellaires. Parce que ça couvre effectivement les dirigeants, mais ça couvre les officiels de compétition de tout niveau et également les encadrants. Donc, vous voyez que ça couvre quand même un large scope. J'entends qu'effectivement, tous vos licenciés ne sont pas concernés par cette disposition, mais aujourd'hui, le tri est très compliqué à faire et surtout, il est aussi d'ailleurs compliqué à faire pour vous à partir du moment où tel ou tel licencié change de statut. Et donc devient un dirigeant en cours d'année. Ça veut dire qu'il faut que vous
fassiez en sorte qu'ils renseignent ou ils vous communiquent les données pour les renseigner. Donc, c'est pour ça qu'on les demande de manière obligatoire dès l'enregistrement de la licence. Entendu, merci pour la clarification. J'ai vu une question d'Adeline là sur les codes. L'envoi de code, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire tout ce module-là a été complètement refait pour qu'il soit beaucoup plus fluide et simple pour les utilisateurs. Et moi, si je peux me permettre, je peux répondre à la question juste au-dessus sur la possibilité d'avoir des licences non pratiquants. Alors, je vous fais une réponse en demi-teinte pour l'instant. C'est qu'on a engagé un chantier l'année dernière sur les évolutions possibles de la licence. On est en train de travailler sur des options possibles. Et dans ces options, il y a cette notion effectivement de licence non pratiquant. En tout cas, de ces travaux qui sont engagés aujourd'hui, vous le savez sans doute, il y a eu une consultation massive des licenciés et des clubs et établissements en décembre-janvier de cette année, qui a donné lieu à un premier état des besoins et des souhaits d'évolution du produit tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et on continue à travailler sur la faisabilité et sur les perspectives d'évolution de la licence et la présentation des propositions d'évolution. Elle devrait être soumise à la prochaine Assemblée générale ordinaire, à savoir en avril 2024, pour des évolutions. La question de la licence non pratiquant, elle est effectivement aujourd'hui dans le scope de cette évolution, mais pas pour la saison effectivement là en cours. Est-ce qu'on a fait le tour? Je ne vois plus les questions. Faut que il y a une dernière demande, peut-être c'est un besoin à noter, Pierre, en plus. Oui. Sur l'impression des licences, est-il prévu ou possible d'ajouter une option pour imprimer les contacts d'urgence? Pratique pour mettre dans le sac. Est-ce que ça, c'est envisageable? Posez la question. Oui, un numéro de portable, ça peut être si effectivement on voit l'utilité éventuelle. Ouais. Encore faut-il avoir son licence papier sur soi. Moi, je suis pas sérieux à ce niveau-là. Mais c'est une bonne question. Je pense qu'il faut la prendre. Ouais. Ok. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à la suite. Ok, il n'y a pas de main levée, j'en vois pas. On va passer du coup à la vue suivante, perso. Et pour la vue suivante, je vais donner la parole à Jocelyn. Je crois avoir vu que tu étais là, Jocelyn. Ouais, je suis là. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Un petit point sur My Competition après le point de Pierre sur My FFME. My Compet, vous avez déjà pu voir qu'il est actif depuis le début de la saison. Il a remplacé l'antique Classim et c'était le logiciel qui a été utilisé depuis le début de l'année pour toutes les gestions des compétitions, blocs, difficultés, vitesse combinées. Donc, vous avez pu le tester éventuellement sur être organisateur ou au niveau des secrétaires sportifs. Ça, c'était la première brique du développement de MyCompet, dans la mesure où, à compter de la saison prochaine, ou même plutôt depuis la semaine dernière, pour tout ce qui concerne les inscriptions, vous avez dû voir qu'on arrive sur un nouveau module. Donc, c'est une nouvelle brique sur l'ensemble MyCompet qui continue à se développer. Et dans la mesure où, à partir de la rentrée prochaine, l'ancien intranet pour toutes les compétitions d'escalade, on va dire, va fermer ses portes. Et tout est basculé sur MyCompet, de la déclaration de la compétition, aux inscriptions des compétiteurs, des coachs, des juges, le suivi les classements. Et sachant qu'on fera un webinaire un peu plus complet à la rentrée en septembre à destination des organisateurs de compétition, des clubs, qui vous permettra de voir un peu plus en détail et de poser toutes vos questions. Et j'ai eu aperçu tout à l'heure dans les commentaires une petite remarque de mémoire, c'était Pipa qui l'a posée, pour savoir si les noms des clubs, des compétiteurs, ce sera enfin réglé. Comme Pierre l'a évoqué, l'API pour donc le petit module qui permet de transférer
Les données entre FFM et MyCompet sera pleinement opérationnelle à compter du 1er septembre. Donc, on n'aura plus de soucis de compétiteurs qui ont changé de club et pour lesquels on a encore l'ancien club qui apparaît sur le résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a Philippe qui te dit merci, Jocelyn. Voilà, belle évolution. Voilà, enfin, ça a fonctionné avec beaucoup de retard. Hein. On ne cache pas l'état du fonctionnement de MyFFME durant la rentrée. On aurait bien voulu que ce soit beaucoup plus tôt. On est encore désolé, mais au moins les choses maintenant vont rentrer dans l'ordre. Et progressivement, il y a eu la question, hein, la formation, tout ça vont intégrer cet outil MyFFME. Oui, on va continuer, parce qu'il n'y a pas de main levée, ni pour faire un petit point sur les sites naturels d'escalade. Certains d'entre vous ici présents ce soir le connaissent bien, mais malgré tout, ceux qui sont moins proches dans du fonctionnement. Donc, moi, j'ai annoté un fort engagement des CT, de l'ensemble des CT qui accueillent qui ont sur leur territoire des falaises et qui s'en occupent, plus ou moins fortement, avec un vrai travail de co-construction, je dirais, avec le national. Bon, des fois, des choses qui frottent un peu, des réponses qui attendent un peu, mais en tout cas, le résultat est beau. Moi, je pense qu'il faut vraiment en être fier. Je trouve que, enfin, moi, l'analyse que j'ai, et c'est ce que je dis quand je suis interviewé sur le sujet, on a remis les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, avant qu'on restitue la garde des sites d'escalade à leurs propriétaires, nous étions l'escalade était le seul sport où la garde du site de pratique en site naturel était assurée par une fédération sportive, alors que le nombre de pratiquants de l'escalade en site de plein air est nettement supérieur au nombre de licenciés. C'est une exception, hein, quand vous allez faire du VTT, que vous allez marcher sur un sentier, vous n'êtes pas forcément à la fédération de cyclisme ou à la fédération de randonnée, et pourtant c'est bien eux qui s'occupent de discuter des trajectoires, voire de les baliser, et c'est ça pour l'ensemble des sports de nature. Donc on a remis les choses dans l'ordre. Ça a été douloureux parce que les changements heurtent toujours les habitudes que nous avons. Malgré tout, je pense qu'il faut être fier de ce résultat, d'autant plus que, alors, il y a encore des fermetures contre lesquelles on se mobilise. Il reste une situation clairement compliquée dans la Drôme, hein, puisque la Drôme est un département dans lequel notre comité territorial avait arrêté de fonctionner, entre autres pour ces questions de falaise, donc il y a quelques années. Donc, pour le département de la Drôme et les propriétaires de la Drôme, n'avaient pas un interlocuteur aussi structuré que les autres CT de par le territoire, et du coup, une situation difficile, augmentée par le fait que dans le département voisin en Isère, il y avait eu un propriétaire de falaise qui avait fait un grand bruit dans la presse et au-delà, dans les réseaux dits sociaux et dans la presse, donc qui avait fait tache d'huile un peu. Malgré tout, les choses rentrent dans l'ordre. C'est pas fini. Il y a encore des sites qui sont fermés sur lesquels nos CT et nous sommes vigilants. En haut à droite, là, nous avons engagé une action en interfédérale avec la FSGT. La FFCAM n'a pas voulu s'associer à notre démarche. De même que le CIM, Syndicat interprofessionnel de la montagne, s'est associé à on a attaqué un arrêt d'interdiction sur un bout de falaise de l'Ardèche, à la demande du comité territorial de l'Ardèche, avec le soutien d'un club local FFCAM qui s'associe à la démarche. Sincèrement, je regrette que la FFCAM ne soit pas venue avec nous sur le sujet, mais c'est leur choix, on ne va pas polémiquer sur le sujet. Petite information, hein, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, cette falaise a été interdite. On s'appuyait sur un article de la loi 3DS qui permet aux maires de prendre des arrêtés d'interdiction au motif, je vais faire court, hein, c'est pas rédigé comme ça, au motif de la protection de l'environnement. C'est la première fois que c'est utilisé, à ma connaissance, en escalade. Là, la protection qu'a avancé le maire, c'était la possibilité pour l'aigle de Bonelli de venir nicher dans ce secteur de falaise. Il y a un aigle de Bonelli qui était venu nicher il y a une trentaine d'années à cet endroit-là, et donc
il s'appuie là-dessus pour dire qu'il pourrait revenir nicher, ce qui est vrai, d'autant plus que l'aigle de Monelli et CRE se développe lentement, mais sûrement en Ardèche. Voilà, on a malgré tout attaqué puisque la proposition du comité territorial de l'Ardèche, qui me paraissait extrêmement raisonnable, à savoir non pas une interdiction permanente sur cette falaise, mais une action temporaire le temps de la nidification, n'a pas été retenue par le maire, donc ça nous a semblé on n'est pas des gens qui négligent la nécessité de protéger la faune, la flore et plus largement les sites naturels. La proposition du CETA était raisonnable, le maire n'a pas voulu entendre, donc on va à justice pour voir, d'autant plus que c'est la première fois que cet article de loi est utilisé sur un site naturel, donc c'est l'occasion de voir ce que ça peut donner. Voilà, donc malgré tout, hein, sur les falaises, la fédération, à travers ses comités territoriaux, généralement, parfois ses clubs, a passé 152 contrats d'entretien sur les falaises. C'est-à-dire que quand je suis extrêmement choqué quand je lis des commentaires sur Facebook dans des réseaux dits sociaux que la fédération se désengage. Les chiffres prouvent le contraire. Alors, récemment, on a mis en place, il y a une dizaine de jours, un webinaire SNE. C'est un point sur lequel la situation change vite, sur lequel il y a besoin de beaucoup d'informations. Le webinaire était plus spécifiquement sur les problèmes de responsabilité des comités territoriaux, des clubs, notamment lorsqu'ils prennent des contrats d'entretien sur ce que ça impose pour ne pas être mis en danger en cas de difficulté dans ces opérations d'entretien. Voilà, donc voilà, situation naturelle des sites naturels d'escalade. Je suis assez fier de ce qu'on fait. J'ai trouvé ça extrêmement important, donc j'ai pris moi-même à bras le corps ce dossier, pas seul, heureusement, je ne pourrais pas tenir là. Je m'appuie sur une équipe et surtout sur des CT motivés, donc ça marche bien. Point négatif que je regrette sincèrement, c'est que dans la presse spécialisée, fait chez sous-gras des fermetures de falaises et met parfois un entrefilet, parfois ne dit même rien quand on obtient des arrêtés d'interdiction, le fait que les arrêtés d'interdiction soient levés, pas la peine. C'est un vrai regret. La communication de nos jours est un exercice difficile, mais au bout du compte, je crois qu'il faut être fier de ce que nous faisons. Une politique aussi que nous menons, hein, c'est quand on le peut, on mène des actions avec les autres fédérations. Je l'ai parlé pour attaquer l'arrêté d'interdiction sur Chauzon, mais on l'a fait finalement à 2 fédérations, un syndicat et puis des structures locales. On a convenu de se voir régulièrement avec la FFK et la FSGT sur différents sujets, autant se faire que peu pour mener des actions en commun. Je pense qu'ensemble, on est plus fort et donc voilà, on mène cette politique et je pense que c'est dans le bon sens. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des mains qui sont levées? J'en vois pas. Des commentaires, Marceau, est-ce que vous avez le temps de les lire? Alors, ça s'entrecroise entre des questions sur la connexion de l'intranet et des remarques sur En 65, sur tous le les sujet. sites sont très bien équipés, sont classés sites sportifs. Y a-t-il des actions pour les sites qui méritent redeviennent des sites écoles, des sites d'initiation? La principale typologie, hein, c'est sites sportifs ou sites terrain d'aventure. Le site école, bah, écoutez, sur le classement des sites, on n'a pas, malgré la demande du SNAPEC et parfois de la FFCAM de ne pas se contenter de dire site terrain d'aventure, on n'a pas trop envie de casser on mène un travail dans la commission site naturel d'escalade sur la précision de ce que c'est qu'un site sportif, un site école ou un site terrain d'aventure, et notamment le risque normal, hein, puisque c'est écrit comme ça dans la loi, il n'est pas anormal qu'une pierre tombe, y compris sur un site sportif. Voilà, donc on est en train de retravailler un peu ce sujet, mais on n'a pas l'intention de changer la typologie. Donc si un site mérite d'être classé site école, pourquoi pas, hein, s'il répond aux critères, il n'y a pas de souci. Je propose qu'on passe, il est déjà presque 8 heures, je suis bavard, je n'ai pas d'autres questions. On va peut-être passer au dernier sujet, je crois, sur l'actualité formation. Donc beaucoup d'actualités aussi sur la formation. Comme vous le savez, on en a parlé, enfin on peut en parler, on a des travaux de réflexion sur l'évolution de l'initiateur d'escalade. Donc c'est en cours, c'est pas encore finalisé.
je vous rappelle la question qui était revenue régulièrement dès notre campagne, avant il y a maintenant plus de 2 ans, enfin maintenant 2 ans, pardon, c'est que dans certains cas, dans certains territoires, le niveau d'accès pourrait être initial pour permettre de faire découvrir l'escalade en site naturel par exigeant. Donc, on est en train de revisiter ça pour que sur l'ensemble des territoires, on puisse se éloigner des falaises pour lesquelles le niveau 6B ou plus est pas si facilement accessible. Donc, pour faire évoluer ça, tout en garantissant, bien sûr, la sécurité des adhérents de nos clubs, donc de nos licenciés et des encadrants. Dans le domaine de la formation professionnelle, donc les CQP maintenant, ça marche à bonne allure. Il y a eu 9 sessions cette année, menées par des ligues pour lesquelles il y avait un accord pour les faire mener par ligue, parfois même dans des établissements privés. Plus de 100 candidats ont suivi le parcours CQP. J'imagine, alors ils n'ont pas forcément tous validé. En tout cas, c'est l'ordre de grandeur, donc un chiffre qui prouve que ça fonctionne bien. Vous savez qu'on a déposé un dossier pour créer un diplôme professionnel intermédiaire entre le CQP et le diplôme d'état d'escalade. Il y a une forte opposition du syndicat des DE d'escalade sur le sujet qui voit un péril pour leur diplôme. Moi, je pense que c'est complémentaire, mais on finira par s'entendre. Toujours est-il que ce dossier avance. Nous avons reçu il y a 2 semaines maintenant la validation du ministère des Sports sur la partie sécuritaire de ce diplôme, donc qui valide que ce qu'on a mis dans ce diplôme niveau sécurité permettra à ces professionnels, si ce diplôme voit le jour un jour, d'encadrer en toute sécurité. Donc maintenant, l'examen est passé à France Compétences qui doit vérifier que ce diplôme répond à un besoin en termes d'emploi. Voilà, il y a des études en cours, une que nous avons menée, une étude auprès de nos professionnels d'escalade, de notre structure, et puis une menée par le pôle ressources nature du ministère qui devrait conforter cette nécessité de créer un diplôme entre le CQP et le DE. Voilà, c'est un enjeu important pour notre fédération. On sait que de nombreux clubs refusent des adhérents parce qu'il manque de professionnels à disposition. Donc voilà, c'est vraiment important et on s'en occupe. Dans un autre domaine, il y a des réflexions en cours qui n'ont pas débouché. Je pense que dans l'an prochain, il y aura des avancées dans le domaine du ski alpinisme, aussi bien sur la partie compétitive. On a de formaliser un parcours de formation d'entraîneurs, que ce soit d'entraîneurs de club ou d'entraîneurs permettant d'accéder aux équipes de France, d'accéder à des entraîneurs nationaux, on en a. Et on l'a vu, les résultats sont à la hauteur. Et malgré tout, il y a toute une réflexion sur la mise en place de cursus d'entraîneurs, mais aussi des échanges qu'on a eus, entre autres la semaine dernière, dans une réunion qui a organisée à l'Igora sur le ski alpinisme, pour voir comment mieux répondre aux attentes des clubs sur les formations, plus d'initiation au ski ski de rando, au ski de montagne non compétitif. On a toujours ce problème de vocabulaire sur le sujet. Voilà ce que j'ai à dire en gros sur des actualités de formation assez chargées en ce moment. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, des mains qui se lèvent ou s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Pourquoi pas, si vous avez passé des actualités dont nous n'avons pas rendu compte. D'autres questions toujours questions. sur Il y a des mains qui applaudissent, mais pas de questions. Alors, sur le chat, il y en a quelques-unes. Sur le chat, ouais. L'initiateur escalade nouvelle version devrait sortir quand? Sandra, est-ce qu'on peut répondre à ça? Oui. Non, alors on ne peut pas complètement répondre à ça en fait parce que il y a eu un gros point de blocage l'année dernière sur l'initiateur escalade concernant le niveau d'entrée qui a beaucoup divisé la commission formation. Il n'y a pas eu de consensus qui est sorti. Du coup, On t'entend plus, Sandra. On t'entend plus. Ouais, je suis revenue. C'était mon limitateur de données sur le téléphone. Normalement, je suis bonne là, vous m'entendez? Ouais, ça marche. Oui. Ok. Du coup, le conseil d'administration a proposé à ce qu'on travaille sur un niveau intermédiaire, en fait, qui s'ancre vraiment sur l'initiation. Finalement, la commission a retravaillé sa copie, nous ont représenté en COMEX quelque chose récemment pour retravailler l'accès. Donc,
On espère que les travaux de la commission pourront se stabiliser début septembre pour une présentation en conseil d'administration en septembre. Voilà. Donc ça, c'est le timing qu'on aimerait tenir. Tout dépend de ce qu'au niveau du groupe de travail et de la commission, les élus engagés, donc vos représentants sur le terrain que vous avez choisi dans les ligues, s'ils arrivent à trouver un accord suffisamment stable sur le niveau d'entrée. Voilà. Donc, on aimerait pour le début de saison prochaine, mais on n'a pas de garantie encore. Je ne peux pas dire mieux. Question de Thierry. Nous sommes saturés de demandes de stage sur Paris. Pouvez-vous me rappeler les règles concernant le nombre de stagiaires accueillis par club? Je ne sais pas si quelqu'un est en mesure de répondre à cette question. Stage CQP. Qu'est-ce que tu entends par stagiaire? Ah, stagiaire CQP. Ah, il y a... Ça, je préfère voir avec le Ouais. département formation. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je Ouais. préfère effectivement faire aller chercher la bonne touche. réponse à la source. Il me semble pas qu'il y ait de règles qui limitent, mais effectivement, Alice, qui n'est pas là aujourd'hui, peut pas être là, elle est en congé, ça arrive à des gens très bien, la preuve. Elle rentre lundi, et donc on transmettra la question. Qui a posé la question, qu'on puisse répondre directement, peut-être? C'est moi, Thierry Thierry Calmeil. Calmeil. Désolé, Ok. je suis dans un environnement bruyant, je ne peux pas trop parler. Non, mais pas de souci. On va se renseigner. Il arrive que dans des sections CQP organisées par des salles privées, je crois que je vais mercredi prochain, je serai avec la Main District qui organise une session CQP. Dans ce cas-là, il y a des places qui sont accessibles aux licenciés PME au sens large du terme, pas simplement à leurs professionnels. Et dans ce cas-là, il peut y avoir un nombre maximum. J'ai mémoire d'un dispositif comme ça. Mais si dans un territoire donné, il y a 10... Il faut avoir derrière pour avoir de quoi leur donner à encadrer. Mais si sur un club a un nombre significatif de personnes informées, il n'y a pas de raison que le nombre limite, en tout cas si c'est organisé par la fédération. Je sais que cette limite existe quand c'est organisé par des salles privées. Juste pour préciser ma demande, c'est effectivement que la Main District, c'est une salle de bloc, donc ils n'ont pas de capacité à encadrer leurs stagiaires et ils renvoient tout le monde chez nous. Hein. Donc nous, on peut en prendre autant, on peut pas de notre rôle de club de prendre des stagiaires. Excuse-moi. Aujourd'hui, on a entre 10 et 15 demandes de stage CQP et on ne sait pas les absorber. J'avais pas compris. Merci. Combien je peux en accueillir par encadrant? Après, je peux en avoir plusieurs, mais est-ce que pour moi, c'est pas une bonne pratique d'avoir 2 stagiaires pour un encadrant? Mais si non, je suis d'accord. Précise, ce serait bien. Ok. Je n'avais pas compris ta question. Il s'agit de ta question concerne le stage pratique du CQP en fait. Je n'avais pas compris. Exactement. Comme ça. Oui. Non, tu as tout à fait raison. Il n'est pas possible qu'un encadrant accueille même plusieurs stagiaires. Hein. Pour moi, ça doit être un. Mais, et j'entends, il y a un petit sujet. Merci de le signaler, puisque je rencontre la Main District à propos du CQP mercredi soir et je verrai avec eux que, effectivement, s'ils forment beaucoup de CQP pour leurs propres besoins, il faut quand même on ne peut pas absorber toute la formation de professionnels qui ne viendront pas dans nos clubs derrière. Hein. Et effectivement, à voir avec moi, il me semble que la logique, quand on est encadrant, on a un stagiaire, mais pas 2 ou 3. Hein. Il me semble. Hein. Pour des questions de qualité de la validation. C'est une réponse tout à fait personnelle que je te fais. Hein. Non, mais tout à fait. Mais si tu peux clarifier, parce que nous, on en a accueilli 5 cette année. Je pense que c'est le maximum. Mais ce serait bien d'avoir des règles précises pour que nous, on soit en capacité de répondre. Quand on est sollicité, de dire désolé, on a atteint la capacité d'accueil maximum et avoir des arguments précis pour leur opposer le refus parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On essaie de les accompagner. C'est un souci de qualité. C'est-à-dire qu'en gros, le fait de faire un stage dans une formation professionnelle, je pense que c'est très, très pertinent. Hein. Ceci dit, ce stage, il doit se faire dans de bonnes conditions et ça doit être intéressant pour le stagiaire comme pour la structure qui l'accueille. Hein. Si ça permet d'aider, de diversifier un peu par l'encadrant en place déjà diplômé, d'avoir quelqu'un qui l'assiste, entre guillemets, et qui devient parce qu'il est stagiaire CQP, je pense que ça peut apporter à cet encadrant où il va pouvoir diversifier. Il apporte un peu son savoir aux stagiaires, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit une charge et que ce soit pénible pour le club. C'est évident. Merci de la remarque, je n'en avais pas conscience et j'échangerai avec Alice ou on échangera avec Alice. En tout cas, moi, je l'ai dans
bien gravé dans ma tête. N'hésitez Myriam, pas tu à veux dire mettre quelque votre chose? adresse mail dans le chat et comme ça, on pourra effectivement vous y répondre aussi directement. À droite, c'est Myriam, de la vue qu'on a sous les yeux, c'est un petit flyer que vous avez fait, qui a été fait, c'est ça? Oui, dans le cadre en fait de toute la stratégie de développement de l'emploi et de meilleure visibilité de l'emploi, a été engagée, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, une étude sur l'employabilité et sur les modalités d'un meilleur accompagnement du développement de l'emploi dans nos structures et dans les structures plus globalement de l'escalade. Et à cette occasion-là, déjà pour mieux faire connaître les métiers de l'escalade, eh bien, il y a un petit flyer qui a été réalisé et qui a été notamment diffusé lors d'un séminaire thématique sur l'insertion professionnelle dans et par l'escalade qui s'est tenu dans le cadre du programme, du projet Impact 2024 qui s'est tenu au Bourget en mai dernier. Et ce flyer, il a l'avantage de présenter à la fois les principaux métiers qui sont bien évidemment pas exhaustifs. Un métier, vous l'aurez compris, c'est un cadre d'emploi, mais en fait, on se retrouve avec différentes situations d'emploi en fonction de la structure dans laquelle on recrute. Et on met en face de ces métiers les principales voies d'accès, notamment les certifications qui sont associées et les certifications qui sont attendues, notamment en matière d'encadrement. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Il est accessible sur le Marceau, je crois, sur le site de la fédération, mais aussi il est communiqué dans le cadre du pack de rentrée qu'on vous a diffusé la semaine dernière. Ouais, je peux remettre les liens dans le Super. chat à la limite. Ouais, tu peux le mettre. De toute façon, le pack de rentrée, moi, j'espère que vous appréciez. C'est vraiment là, le service vie territoriale à travers ces packs thématiques là, de rentrée ou autres. Je trouve n'hésitez pas. Hein. C'est une mine d'informations, c'est bien fait, c'est compréhensible. Donc, moi, je remercie à nouveau celles et ceux qui contribuent à la mise en place de tels outils pour que vous soyez facilités dans vos travaux de bénévoles pour vos structures respectives. Donc, moi, je suis très, très heureux de ces avancées. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres sujets pour toute cette information, on a peut-être fait le tour, c'est pas de question de... J'arrive pas à voir script et participants des Malvés. Sinon, on peut s'en tourner à moins que je peux encore voir s'il y a d'autres sujets que vous avez vu passer sur lesquels vous souhaitez échanger avec nous. Sinon, je pense qu'on doit pouvoir conclure. Vous en êtes d'accord, chers amis? Écoutez, je vous remercie d'avoir assisté j'espère, à ce rendez-vous FFME. Voilà, c'est le dernier de l'année sportive. Je sais que l'équipe Vie territoriale est déjà en train de penser au rendez-vous de l'année prochaine. C'est des rendez-vous importants, moi j'apprécie beaucoup. En général, je crois que j'en ai rappelé un ou deux. Voilà, les agendas, pourtant je les mets tôt dans mon agenda d'emploi du temps. Mais en tout cas, c'est des moments toujours intéressants d'avoir vos interrogations, vos retours. Sandra, tu veux dire quelque chose? Est-ce qu'on va pouvoir t'entendre? Oui, normalement, sur mon téléphone, ça marche. C'est pour ça que j'ai presque rien dit. Non, je voulais simplement rebondir sur les rendez-vous FFME, vous dire qu'effectivement, avec l'équipe de la vie territoriale, on travaille sur le programme de l'année prochaine. On a mis au programme pas mal de thématiques autour des activités en elles-mêmes. Et on apportera peut-être une petite modification au format en intégrant un temps actualité comme on le fait systématique en début. Donc des actualités plus fréquentes toutes les 5 à 6 semaines pour vous, pour suivre plus régulièrement le quotidien. Et puis ensuite un corps de séance plus technique et vraiment le paquet mis autour de la question des activités. En tout cas, si d'ici là, le programme n'est pas figé, si d'ici là, vous avez des thématiques que vous souhaitez absolument voir abordées dans ces espaces ou dans d'autres espaces, comme le Congrès des territoires ou certains CPL ou même des thématiques de séminaires pour l'Assemblée générale, n'hésitez pas sur l'adresse mail territoire@ffme.fr à nous les faire passer ou nous les envoyer directement sur nos mails. En tout cas, on est preneur de tout ça pour améliorer les temps d'échange et les niveaux d'information. Voilà.
Et puis, n'hésitez pas à faire circuler ces infos autour de vous et de vos clubs. C'est parfois une info qui descend pas assez dans les clubs, ces rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup. tout pour moi. Passez une belle fin d'année, un bel été. Profitez bien pour vous adonner à vos activités préférées, qui tournent probablement autour de l'escalade ou de la montagne. Et puis à bientôt pour celles et ceux que j'aurai le plaisir de voir, que j'ai encore en com. Quelques présentes pour votre info. Donc demain, il y a la révélation du parcours de la femme, je vous l'ai dit. Samedi, il y a l'inauguration d'une belle salle à Troyes. Là, dans les perspectives des événements que j'attends avec impatience depuis un moment. Et puis cet été, je serai présent sur les Coupes du Monde à Chamonix, à Briançon. Peut-être l'occasion de vous y croiser si vous passez vos vacances par là-bas. N'hésitez pas, on sera présent. Bonne soirée et merci beaucoup de votre présence. À bientôt. Bon Merci courage beaucoup. pour la fin Bonne d'année soirée. et la rentrée. Bonne soirée. Au revoir.